Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'accueil. Effectivement, ce matin, on va vous emmener avec nous à travers 3 randonnées estivales et leurs microbes respectifs. Un rapide slide pour mentionner qu'aucun de nous n'a de conflit d'intérêt à déclarer en lien avec ces présentations. Et puis, pour ces randonnées, en tout cas pour la première d'entre elles, je vous propose d'accompagner Georges, un personnage fictif de notre invention, cette première randonnée, qui l'amène au sud de la Suède. En fait, je vais même vous demander tout de suite un petit saut temporel et géographique parce que le début de l'histoire et puis une anecdote liée au premier microbe nous amène non pas au sud de la Suède mais au sud de la Californie. Au début du XXe siècle, vous voyez ici la carte correspondante, une période au début du XXe siècle où au sud de la Californie apparaît pour la première fois une épidémie de syndrome grippaux avec des présentations hautement fébriles chez certains animaux, notamment les écureuils que vous pouvez voir ici, et puis dans un deuxième temps chez les humains, ici le 12 septembre 1919. Alors quel point commun entre le sud de la Suède contemporain et puis le sud de la Californie au début du XXe siècle, vous me demanderez. La réponse est partiellement sur cette slide puisque le rapport décrit là en bas est publié par un certain Edward Francis et puis que ces épidémies surviennent dans le county de Tulare, justement au sud de la Californie, ce qui me permet d'introduire le premier microbe dont on va parler ensemble, Francisella tularensis. Donc vous avez l'étymologie de ce nom actuellement, qui est l'agent pathogène responsable de la tularémie. Il s'agit d'un cocobacille gram négatif, intracellulaire facultatif, fastidieux, donc difficile à faire pousser en culture, et qui est donc l'agent de la tularémie. Cette maladie a également des synonymes, et à travers les âges et puis les différents continents, on l'a vu prendre différents noms, maladie de Francis ou fièvre de la mouche du cerf notamment. Du point de vue épidémiologique, il s'agit d'une zoonose principalement endémique à l'hémisphère nord, avec la plus haute incidence d'Europe en Suède, raison pour laquelle la première randonnée se passe à cet endroit, et puis une saisonnalité importante au niveau annuel, au printemps et en été, Un réservoir animal, les lagomorphes, donc lièvres et lapins principalement, vous voyez ici le lièvre qui nous accompagne dans cette présentation, et une transmission majoritairement vectorielle via des arthropodes, les tiques dures, principalement du genre Ixodes, plus rarement par un contact direct ou bien par voie aérosol. Aucune transmission interhumaine documentée, mais un agent pathogène à très haute virulence qui a un potentiel d'arme biologique, bien qu'il n'ait jamais été utilisé à notre connaissance à ces fins. Ça nécessite également une manipulation particulière en laboratoire pour éviter le risque de transmission. En Suisse, la tularémie, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Sur les deux graphiques du haut, vous voyez, j'espère en pas trop petit, les incidences, respectivement à gauche par canton, et à droite, nationale, annuelle, avec une incidence dans les 10 dernières années, entre 2013, début de la courbe, et 2024, en augmentation jusqu'à 2 à 2,5 cas pour 100 000 personnes années dans les dernières années. Et au milieu, vous voyez l'incidence au sein d'une année, donc saisonnière, avec les pics au milieu qui correspondent au mois de mai à juillet, donc cette saisonnalité de printemps et d'été actuelle. Un petit mot de pathogène pour vous dire que, comme on l'a évoqué, c'est un germe intracellulaire facultatif, donc avec une entrée dans les phagocytes selon le site d'inoculation, et puis une réplication intracellulaire cytosolique par opposition à d'autres germes intracellulaires qui ont plutôt des réplications dans les phagosomes. Francisella tularensis est exclusivement cytosolique et puis arrive à un détournement de la machinerie cellulaire pour survivre. Il est également capable d'un transfert intercellulaire avec des phagocytoses partielles qu'on appelle mérocytophagie et un détournement de la machinerie cellulaire qui permet également un évitement immunitaire et l'expression de multiples facteurs de virulence. Si vous êtes intéressé plus en détail, je vous laisse la référence là en bas qui reprend ces points-là très en détail. La présentation clinique est celle le plus souvent d'un syndrome grippal initial qui peut évoluer en quelques jours. L'incubation, vous la voyez ici. Et les 6 formes cliniques secondairement qui sont assez classiques. Selon les séries, on a des fréquences qui varient. Ici, une série au nord de l'Europe, justement, où la prévalence et l'incidence sont assez importantes, avec les formes ulcéroglandulaires et oropharyngées, on va y revenir tout de suite, qui sont les plus fréquentes. Plus rarement, des complications, un syndrome post-tularémie avec une asthénie prolongée qui peut se manifester, un sepsis également plutôt rare, et très rare, des endocardites, méningites. Je vous mets ici une référence d'un cas de méningite à Francisella tularensis chez un patient qui a roulé sur un cadavre de lièvre avec une machine tondeuse à gazon. La présentation clinique, donc, comme on l'a dit, les formes principales ulcéroglandulaires et glandulaires avec au premier plan une adénopathie
plus ou moins un ulcère d'inoculation qui peut survenir, la forme oculo-glandulaire avec une conjonctivite d'allure bactérienne, oropharyngée, globalement une pharyngite, parfois avec une pseudomembrane et puis qui évolue volontiers mal sous l'antibiothérapie habituelle ou le traitement habituel, et puis de formes plus systémiques, pulmonaires et typhoïdes, avec pour la forme typhoïde parfois des complications qui peuvent aller jusqu'au sepsis, plutôt rares. Finalement, le point commun, et vous l'aurez compris, l'élément diagnostique qui peut nous mettre la puce à l'oreille, c'est l'adénopathie qui est présente et à rechercher dans la plupart des formes, toutes, sauf la forme typhoïde en fait. Du point de vue diagnostique, on a certains signes biologiques plutôt aspécifiques, et le gold standard et le pilier du diagnostic demeure la sérologie, avec des IgG et des IgM. On a deux façons de poser le diagnostic du point de vue sérologique, soit à J0 au moment de la présentation, on a un titre extrêmement élevé qui peut suffire à poser le diagnostic, soit à défaut, on essaye de documenter une élévation significative, plus de 4 fois, entre le titre à J0 et un contrôle à 3 à 4 semaines. Ça vaut toujours la peine d'essayer d'obtenir du matériel pour une culture, voire une PCR, donc idéalement sur une biopsie d'une adénopathie. La culture n'a pas une très bonne sensibilité, mais sur des milieux adaptés, on peut arriver à faire pousser le germe. Et à défaut, on a une PCR avec des bonnes performances de test qui peuvent nous aider à confirmer le diagnostic en cas de doute sérologique. Du point de vue de la prise en charge, il n'y a malheureusement pas de vaccin disponible, malgré certaines tentatives par le passé. Et puis, elle est donc centrée sur l'antibiothérapie. Pour les formes légères, une antibiothérapie péros avec deux classes de molécules, les tétracyclines, notamment la doxycycline, ou les quinolones, ciprofloxacine notamment, avec des durées qui sont peu ou mal définies, probablement un peu plus court, 7 à 14 jours pour la ciprofloxacine et 14 à 21 jours pour la doxycycline. Et les formes sévères, la place aux aminoglycosides par voie intraveineuse, voire dans de rares cas une bithérapie. Et puis des traitements adjonctifs qui sont importants, la chirurgie avec l'exérèse des ganglions qui est recommandée et qui prévient le risque de récidive, qui est la complication majeure pour une tularemie aiguë, donc dans la limite du possible à évoquer et à essayer de mettre en place. Et il existe une prophylaxie post-exposition par doxycycline pour une dizaine de jours dans les cas d'exposition particuliers, notamment professionnels. Je conclurai en mentionnant l'évidence derrière ces recommandations parce qu'il y a certains consensus pour ces propositions que vous venez de voir avec les molécules qu'on a évoquées, mais finalement l'évidence est extrêmement ténue. Certaines données in vitro où on a des concentrations minimales inhibitrices qui sont les plus basses pour ces classes de molécules, donc tétracycline, fluoroquinolone et aminoglycosides. Et quelques données in vivo, malgré que ce soit des données très récentes, ces deux études ici de l'année passée, où c'est des grosses cohortes rétrospectives observationnelles, principalement aux États-Unis, parfois au nord de l'Europe, qui cherchent à montrer et qui ont pu montrer l'association entre l'administration de certaines de ces molécules de ces classes, donc soit des quinolones, soit des tétracyclines, soit des aminoglycosides, et la survenue d'outcomes favorables, avec les limitations évidentes de ces designs, notamment des biais de notification importants pour une maladie qui n'est pas à déclaration obligatoire dans tous les pays, et des biais de confusion par indication inhérents aussi à ce design. Malgré tout, c'est les données de meilleure qualité qu'on a à disposition et c'est sur celles-ci que se base la recommandation de traitement. Avec ça, je vous remercie de votre attention et je cède la parole au Dr Martichon. Donc nous, on va poursuivre le périple de Georges. Georges était en Suède. Georges, maintenant, sera en Suisse. Alors la Suisse, le pays des randonnées sylvestres avec ses panneaux jaunes que l'on connaît bien et ses tiques dures que l'on appelle ixodes. On va commencer par une petite introduction sur ces fameuses tiques dures avec justement les tiques adultes, les deux que l'on voit ici à gauche, la nymphe, la troisième tique, et puis la toute petite larve qui est en dernière position, qui elle ne transmet pas la maladie mais qui peut la contracter, grandir puis la transmettre. Ces tiques sont particulièrement actives de mars à octobre, saison de la randonnée de Georges, et également en Suisse et plus particulièrement dans le nord et dans l'ouest de la Suisse, là où Georges avait décidé d'aller, aussi dans le Tessin. C'est une carte, une modélisation mathématique qui essaye de recenser finalement les piqûres de tiques et les paramètres environnementaux pour essayer de prédire la prévalence de ces tiques. Ces tiques, de règle générale, n'aiment pas l'altitude, donc les chalets en montagne sont théoriquement sécures. Proximité des cours d'eau et les hautes herbes, elles ont une légère prédisposition, elles ont une forte prédisposition pour ces endroits. Ces tiques peuvent être porteuses de nombreuses bactéries,
dont la Borrelia, que l'on connaît tous, mais également la Neo-Ehrlichia, la Rickettsia et la Chlamydiales. Vous avez sur le petit graphe, le bar plot, la prévalence de ces pathogènes sur un échantillon de tiques suisses. Et si je me concentre, parce que ça sera le sujet de cette présentation, sur la Neo-Ehrlichia et l'anaplasma, on voit qu'elle n'occupe pas une si faible position dans les tiques suisses, parmi les tiques suisses. Il faut savoir que toutes ces bactéries qui circulent dans les tiques ont tendance à circuler ensemble. Il y a un coportage qui est assez important, une association particulière entre la Neo-Ehrlichia et la Borrelia. Un tique qui est porteur de Borrelia a des fortes chances d'être aussi porteur des Neo-Ehrlichia. Ce qui nous amène finalement à parler de la Neo-Ehrlichia en raison de sa prévalence en Suisse. Donc cette Neo-Ehrlichia fait partie de l'ordre des Rickettsia, la famille des Anaplasmataceae. Et dans cette grande famille, il y a l'anaplasma, l'Ehrlichia et la Neo-Ehrlichia, qui sont mieux connus sous le nom d'anaplasmose, d'Ehrlichiose et de Neo-Ehrlichiose. Je ne m'étendrai pas justement sur l'anaplasmose et l'Ehrlichiose, parce que finalement elles sont relativement peu présentes dans notre pays. Cette Neo-Ehrlichiose a été découverte sur cette belle île dans le sud du Japon, où on a pris de manière séquentielle des rats de rats et on a trouvé à l'intérieur des cellules endothéliales, particulièrement dans la rate, des petites inclusions contenant ces petits cocci. Alors, c'est des bactéries qui sont forcément du coup intracellulaires, obligatoires et qui sont des grammes négatifs. Elles sont assez prévalentes. Sur un échantillon, finalement, ça c'était beaucoup d'études en Norvège qui ont été faites, beaucoup de patients symptomatiques sont porteurs, donc présentent des traces moléculaires de cette bactérie. On avait recensé 70 patients avec des symptômes et 10% étaient porteurs de cette Neo-Ehrlichia. De manière générale, parmi les patients symptomatiques et asymptomatiques, vraiment, donc la population générale, parmi les immunocompétents, on avait recensé 1,2% de patients qui portaient des traces d'ADN de Neo-Ehrlichia et pas d'anticorps, vraiment des traces moléculaires. Et de manière un peu plus importante, chez les immunocomprimés, 7,4% étaient porteurs de cette bactérie en 2018 et 2019. De façon intéressante, donc ces 163 immunosupprimés, c'était des patients qui étaient dans leur bilan un peu de routine, on leur proposait de faire une PCR. 12 justement donc, étaient porteurs, 7 des 12 patients étaient symptomatiques et traités et 5 avaient une rémission complète de leurs symptômes. En Suisse, il y a eu seulement jusqu'à maintenant 17 cas au moins positifs rapportés. Sachant qu'il y a un biais diagnostique, on ne teste pas toujours pour cette bactérie. Et donc, c'est une bactérie qui est émergente, qui commence à apparaître. Les symptômes cliniques, donc entraînés par cette bactérie en quelques semaines d'incubation, peuvent produire des symptômes relativement aspécifiques. De la fièvre, des symptômes grippaux, des méningoencéphalites, des érythèmes migrants. Au niveau biologique, et de façon assez fréquente, on peut rencontrer une pancytopénie, une cytopénie, des transaminases élevées et une hépatosplénomégalie. De façon un peu plus sérieuse, finalement, et surtout chez les immunosupprimés qui sont à risque de développer des complications, on peut avoir des insuffisances cardiaques, ARDS, des maladies thromboemboliques, surtout chez la Neo-Ehrlichia, et chez le reste des bactéries que je n'ai pas mentionnées, la Neo-Ehrlichia et puis l'Ehrlichiose, c'est juste important aussi de savoir que ça peut également entraîner des chocs septiques, des CIVD, voire des crises. Donc, c'est des maladies qui ne peuvent pas être banalisées chez des immunodéficients en tout cas. Le diagnostic est finalement assez difficile. Ce n'est pas cultivable sur des médias standards. On est du coup obligé de faire des PCR. On débute par des PCR panbactériennes et puis ensuite on va sur des PCR un peu plus spécifiques et un petit peu plus performantes. La sérologie, malheureusement, fait défaut. On n'a pas de tests commerciaux
disponibles, ce qui nous limite dans la compréhension de la prévalence, de la séroprévalence de cette maladie. Et du coup, le traitement n'a pas de guidelines spécifiques, mais comme beaucoup de bactéries, comme la bactérie qui a été présentée précédemment, on peut utiliser la doxycycline finalement, qui est un petit peu la pilule pour les traiter toutes. 100 mg 2 fois par jour sur 3 semaines, jusqu'à 6 semaines en fonction de la tolérance, de l'efficacité d'un suivi moléculaire avec souvent des PCR de contrôle chez les immunosupprimés pour confirmer un clairage, une clairance de la charge moléculaire. Et bien sûr, chez les immunosupprimés et en présence de formes sévères, on peut se poser la question aussi d'une diminution du traitement immunosuppresseur. Alors en résumé, c'est souvent à l'origine donc la néo-ehrlichia de fièvre sans foyer, avec un diagnostic qui est encore beaucoup trop long, dû à finalement une méconnaissance et puis une difficulté diagnostique. Et il faut surtout y penser qu'il y a un timing, une immunosuppression, qu'il y a une bactérie qui est associée, par exemple typiquement le Lyme, quand il y a le climat et l'exposition qui sont présentes. À noter que pour l'exposition, plus de 50% des patients ne se rappelleront jamais avoir eu une piqûre de tique. Donc il faut aussi simplement regarder où le patient a passé ces derniers mois. Le traitement, qui est du coup un diagnostic clinique, sachant que la PCR met du temps à arriver. Donc quand on y pense et quand on est en présence de formes sévères, il ne faut pas hésiter à traiter avec la doxycycline. Et ensuite, la prévention consiste en des mesures individuelles, mais qui vous seront présentées à la fin de ces randonnées. Voilà. Merci Adrien, merci Romain. Voilà. Georges continue sa balade estivale en Europe et continue vers le sud de la France, où il va passer une semaine dans les Calanques près de Marseille. Après une semaine, du coup, dans les Calanques de Marseille, Georges, qui n'a décidément pas beaucoup de chance, se présente aux urgences pour une fièvre d'apparition brutale, avec des pics allant jusqu'à 39 degrés Celsius, des myalgies diffuses, ainsi que des céphalées. À l'examen clinique, vous retrouvez une tache noire indolore au niveau du cou ressemblant à une escarre. Au niveau biologique, il y a juste un syndrome inflammatoire avec une CRP autour de 80 et puis une légère transaminasémie inférieure à 3 fois supérieure à la norme. Votre collègue aux urgences, mu d'une intuition soudaine, fait un frottis au niveau de l'escarre avec une recherche PCR qui revient positive pour Rickettsia connerii. Ça me permet donc d'introduire le dernier sujet et le dernier pathogène de nos randonnées estivales, les rickettsioses. Les rickettsioses sont un ensemble d'infections bactériennes dues à des bactéries de l'ordre des Rickettsiales et puis de la famille des Rickettsia. C'est des maladies polymorphes, parfois mortelles, mondialement répandues. C'est également des intracellulaires strictes qu'on retrouve dans les macrophages et dans les cellules endothéliales qui colorent très mal à la coloration Gram et qu'on peut voir à la coloration Giemsia. Les rickettsioses sont exclusivement transmises par des arthropodes. Il y a grosso modo 3 groupes de rickettsioses. Le groupe boutonneux qui inclut 20 espèces, dont 14 avec une pathogénicité prouvée pour l'homme et qui donne ce qu'on appelle les fièvres boutonneuses qui sont transmises par des tiques dures du groupe Ixodidae. Par la suite, il y a également le groupe typhus qui donne le typhus murin transmis par des puces et puis le typhus épidémique transmis par des poux. Nous allons aujourd'hui parler principalement du groupe boutonneux par des raisons de temps, mais juste un petit mot sur le groupe typhus. Le typhus épidémique, donc celui transmis par Rickettsia provazekii et par les poux, a été la cause de grandes épidémies, notamment pendant les guerres napoléoniennes en Russie ou pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est très fortement lié à la promiscuité et puis à des problèmes d'hygiène. Le typhus murin, lui, est transmis par des puces. Il est toujours endémique en zone tropicale et c'est une cause importante de fièvre d'origine indéterminée en zone tropicale. Et il faut parfois y penser quand on a une fièvre d'origine indéterminée au retour de vacances tropicales. Après, il y a également le genre Orientia, qui est un peu à part, mais qui fait aussi partie du groupe Rickettsia, qui inclut uniquement l'espèce Orientia tsutsugamushi, responsable du typhus des broussailles, qui est toujours endémique en Asie-Pacifique, avec environ 1 million de cas par an. Donc,
Donc si nous revenons maintenant aux fièvres boutonneuses, le groupe boutonneux inclut, comme je disais, une vingtaine d'espèces différentes qui sont ubiquitaires. Chaque rickettsia a sa propre répartition géographique qui est principalement liée à la répartition géographique de son hôte arthropode, mais il y a certaines incongruences qui ne sont pas encore totalement élucidées. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Rickettsia rickettsii qui donne la fièvre pourpre des rocheuses, qui cause des fièvres potentiellement mortelles aux États-Unis. En Europe, les deux pathologies rencontrées le plus fréquemment sont la fièvre boutonneuse méditerranéenne, causée par Rickettsia conuri, et une autre entité causée par Rickettsia slovaca ou Rickettsia raoulti, qui porte plusieurs noms, le Tibola, Débonel et Senlat. Il y a également Rickettsia africae, qui donne la fièvre attique africaine. Voilà. Nous, on va parler aujourd'hui de Rickettsia conuri et puis du Tibola, pour des raisons de temps, et puis parce que c'est ce qu'on rencontre le plus souvent en Europe. Rickettsia conuri. Donc, Rickettsia conuri donne la fièvre boutonneuse méditerranéenne et est endémique dans le pourtour méditerranéen. Vous voyez ici, ce sont la couleur verte. Dans le sud de la France, l'incidence moyenne est de 50 sur 100 000 habitants par an. Donc, en comparaison notamment aux données sur la néo-ehrlichiose, on a une incidence qui est quand même plus fréquente. Elle est transmise par la tique brune du chien, Rhiphécéphalus sanguineus, et donc c'est vraiment un compagnon du chien, et donc une maladie autant urbaine que rurale. Les tiques ont une agressivité qui augmente avec les températures, c'est pour ça qu'on retrouve quasi tous les cas au printemps et en été, mais surtout en juillet et en août. Et puis comme le disaient déjà mes collègues, souvent la notion de piqûre de tique est absente à l'anamnèse, donc il ne faut pas exclure ce diagnostic si la personne dit qu'elle n'a jamais été piquée par une tique. Au niveau de la clinique, il y a une incubation d'environ de 6 jours, et puis la triade classique comporte fièvre, rash maculopapulaire et escarre d'inoculation. Dans une large cohorte de 200 cas analysés dans le sud de la France, la fièvre était présente dans 100% des cas, le rash dans 97% des cas et apparaissait souvent dans un deuxième temps à J2, J3 de la fièvre, et puis l'escarre d'inoculation était retrouvé dans 72% des cas. On peut aussi avoir des symptômes spécifiques, myalgie, céphalée, hépatosplénomégalie ou des atteintes oculaires. Le rash épargne en général le visage, il atteint les paumes et les plantes, et quand il est purpurique, c'est en général un signe de gravité. Au niveau du bilan biologique, on a des signes assez spécifiques, thrombopénie, hyponatrémie, hypocalcémie et transaminasémie. On considère en général que c'est une maladie plutôt bénigne, d'évolution favorable sous traitement. Néanmoins, des formes sévères sont décrites. Une revue de la littérature de 2021 estime que les formes sévères surviennent dans quand même 5 à 6% des cas, avec une mortalité allant jusqu'à 3%, et pas uniquement chez les immunosupprimés. Comme je disais tout à l'heure, le rickettsia se retrouve principalement soit dans les macrophages, soit dans les cellules endothéliales, et on pense que cet angiotropisme explique en partie les cas cliniques sévères, avec notamment des rétinopathies, des méningoencéphalites et puis des vasculites nécrosantes qui ont été décrites dans la littérature. Au niveau des facteurs de risque de sévérité, il y a une étude qui a retrouvé comme facteur de risque la consommation d'alcool, le diabète, le déficit en G6-P10, l'âge et le retard diagnostique. Et puis cette même étude évoquait aussi un possible état procoagulant avec jusqu'à 10% de cas de rickettsiose compliquée d'une thrombose veineuse profonde, mais ça n'a pas été confirmé par la suite par d'autres études. Un petit mot maintenant sur Rickettsia slovaca et Rickettsia raoulti, qui donnent une entité clinique qui porte plusieurs noms, mais en fait c'est la même chose. Donc soit le Tibola, tick-borne lymphadenitis, le Débonel, Dermacenter-borne necrosis erythema lymphadenopathy, ou le Senlat, le scalp escar associated with neck lymphadenopathy after a tick bite. Les noms expliquent déjà assez bien quelle est cette entité clinique, qui est en effet transmise par des tiques Dermacenter, marginatus et reticulatus, qui se retrouvent plutôt en Europe centrale ou en Europe de l'Est et qui est endémique et avec une incidence maximale plutôt au printemps et à l'automne. Au niveau de la clinique, elle est souvent moins tapageuse que la fièvre boutonneuse méditerranéenne. On va retrouver un escarre souvent au niveau du cuir chevelu avec des adénopathies locorégionales, des céphalées. La fièvre est rare et également l'éruption.
on peut avoir une alopécie persistante et une asthénie durant plusieurs mois chez certains patients, mais en général l'évolution est très bénigne. Juste une chose que je trouvais intéressante sur la raison pour laquelle on retrouve souvent ces escarres au niveau du cuir chevelu chez ces rickettsia-là, c'est parce que en fait, leur hôte, donc le dermacentor, il réside plutôt dans les branches des arbres plutôt que dans les hautes feuilles, dans les fougères. Et donc, il va sauter sur sa cible et donc souvent sauter sur des enfants ou des femmes qui sont de plus petite taille et donc mordre au niveau de la tête. Au niveau du diagnostic, il y a plusieurs manières de poser le diagnostic des rickettsioses, soit par sérologie, qui est la méthode ancestrale, mais avec un délai de séroconversion quand même élevé, 7 à 10 jours. Et puis, en général, il faut faire 2 échantillons à 2 à 4 semaines d'intervalle pour avoir un diagnostic certain et montrer soit une séroconversion ou une augmentation significative du titre des anticorps. Il y a beaucoup de cross-réactions entre toutes les rickettsioses, donc ce n'est pas toujours possible de dire par laquelle on a été contaminée, atteinte. Plus récemment, la PCR a été développée, qui est extrêmement sensible et spécifique. On peut faire des PCR sur le sang, sur des biopsies cotonnées, et surtout, ce qui est extrêmement sensible, c'est de faire une PCR au niveau d'un frottis d'escarre. La culture cellulaire est le gold standard historique, mais ces germes étant des intracellulaires stricts nécessitent des cultures spécifiques à un niveau de biosécurité 3. La croissance est très fastidieuse, on ne peut pas avoir d'antibiogramme, donc ça se fait de moins en moins. Concrètement, au HUG, si vous avez une suspicion de rickettsiose, vous avez la possibilité d'envoyer une sérologie à Saint-Gall, d'effectuer une PCR sur le sang, la biopsie ou un frottis d'escarre qu'on peut envoyer au CHUV, et la culture n'est pas disponible en Suisse. Au niveau du traitement, comme le disaient déjà mes collègues, vu le délai diagnostique en cas de suspicion clinique, il ne faut pas attendre d'avoir une confirmation diagnostique avant d'initier un traitement. Le traitement repose également sur la doxycycline, avec la majorité des protocoles qui proposent un traitement de 5 à 7 jours ou au moins 2 jours après apyrexie. Il y a également une étude qui a étudié un traitement minute sur une journée pour les formes simples de fièvre boutonneuse méditerranéenne avec une bonne efficacité. Si on a une allergie ou une contre-indication à la doxycycline, on peut également donner l'azithromycine ou la clindamycine qui sont également actifs contre les germes intracellulaires. Concernant ces contre-indications, historiquement, on contre-indiquait et on contre-indique encore toujours souvent pour les femmes enceintes au-delà du premier trimestre et les enfants de moins de 5 ans à cause de coloration des dents et puis d'une hypoplasie gingivale. Mais il y a de plus en plus d'études qui montrent que même chez ces populations-là, on a très très peu d'effets secondaires et donc il faut toujours mettre en balance le bénéfice et le risque. Là, je vous ai juste remis certaines de mes références et puis je vais conclure du coup pour nous trois. En résumé, un petit tableau récapitulatif sur les 3 bactéries que nous vous avons présentées aujourd'hui, toutes les 3 transmises par des tiques, mais pas que, et puis un peu leurs caractéristiques cliniques et diagnostiques principales. Et puis au niveau de la prévention, pour rappel pour vous et puis pour vos patients, en cas de balade estivale, bien mettre le pantalon dans les chaussettes, un répulsif anti-tique. On propose souvent de mettre des vêtements clairs parce que les tiques sont plus visibles. Et puis surtout, le soir, en rentrant, un auto-examen. Et puis retirer les tiques avec une pince spéciale. Voilà, je vous remercie pour votre attention.